Une stratégie et un plan national de communication à APA RDC. Un atelier de validation du draft du document a été organisé par la coordination nationale du projet d'accès et de partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya sur l'APA et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques en République démocratique du Congo. Et puis, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a lancé samedi 25 juillet dernier l'opération Sukola Boulevard Lumumba, une action qui rentre dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto qui est à sa 6e journée. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à la cérémonie à l'esplanade du marché de la Liberté dans la commune de Massina. Comment notre environnement a été géré durant les 60 dernières années qui viennent de s'écouler, une lecture historique de cette gestion vous sera proposée dans cette émission avec les chercheurs Floribel Nyamwanga. Nous terminons cette émission environnement avec les conséquences environnementales d'une augmentation de la température de 4 degrés Celsius sur la croûte terrestre. Comme nous avons l'habitude de vous présenter ces conséquences avec les experts de National Geographic Channel, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission RDC Environnement, magazine des questions environnementales et du développement durable en République démocratique du Congo. Les détails, c'est tout de suite. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Nous le disions au début de cette émission, le projet d'accès et de partage des avantages en conformité avec les protocoles de Nagoya sur l'APA et la valorisation des plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques en République démocratique du Congo, APA RDC, va se doter dans les tout prochains jours d'une stratégie et d'un plan national de communication APA RDC. Un atelier de validation du draft du document organisé par la coordination nationale du projet. Voici les détails dans ce reportage que nous propose Patience Vumilia Bokole. Dans le cadre de la gestion durable et les soucis de freiner le rythme de la dégradation de ses ressources biologiques et ou génétiques, la République démocratique du Congo a ratifié respectivement la Convention sur la diversité biologique en 1995 et le protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages en sigle APA en 2015. Ainsi, le protocole de Nagoya sur l'APA contribue à l'avancement et à la promotion du troisième objectif de la Convention sur la diversité biologique. À cet effet, le processus d'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation offre une opportunité susceptible d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Bénéficiant de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial FEM dans le cadre du projet national des mises en œuvre effectives d'accès et de partage des avantages en conformité avec le protocole de Nagoya sur l'APA et à la valorisation de plantes médicinales, cosmétiques et nutraceutiques en République démocratique du Congo, la RDC a traduit son engagement en actions concrètes. D'où la mise en place du projet APA RDC, appelé à être doté d'une stratégie et plan national de communication APA. Les parties prenantes se sont ainsi retrouvées pour examiner le draft du document, entre autres pour recadrer son contenu afin de soutenir le renforcement des capacités des parties prenantes APA RDC. Oui, tout à fait. Les parties prenantes ont fourni beaucoup d'efforts pour que nous ayons ces documents très attendus dans le cadre du projet APA. Comme vous le savez, le public congolais ne maîtrise pas assez bien la thématique APA. Et donc, il est utile que pour que l'on porte, n'est-ce pas, cette thématique à la connaissance du public, il faut avoir des stratégies. Et donc ces documents apportent un certain nombre d'outils, un certain nombre d'axes à mettre sur pied pour pouvoir atteindre plus facilement tout le public congolais. Le dit projet vise à renforcer les capacités nationales pour la mise en œuvre effective du protocole de Nagoya sur l'APA, de contribuer à la conservation de la biodiversité et au bien-être humain en République démocratique du Congo.
la population locale ainsi que le peuple autochtone n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir sécuriser, n'est-ce pas, leurs avantages au regard de l'utilisation, surtout de leurs savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, ainsi qu'à l'utilisation de les ressources génétiques qu'ils détiennent. Et donc, avec cet outil, qui est un document qui est mis à la portée de tout le monde, ça va leur permettre, n'est-ce pas, d'être renforcés, aussi bien sur le plan des capacités à utiliser les mécanismes APA et également à pouvoir bénéficier des éléments de nature à mieux sécuriser, n'est-ce pas, leurs intérêts. Donc c'est un outil qui est important aussi bien pour la communauté locale que pour le fournisseur congolais dans l'ensemble, pour lui permettre d'être au courant des mécanismes qui sont mis en place pour que le processus APA soit effectivement opérationnel. Signalons que le projet APA RDC est mis en œuvre par la Division des droits du Programme des Nations Unies pour l'environnement en partenariat avec l'ONG nationale Action d'aide sanitaire et de développement aux plus démunis et sous la supervision du ministère de l'Environnement et Développement. Rendre Kinshasa plus propre que jamais. Telle est la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentilin Ngobila Mbaka, dans le cadre de l'opération Kinshasa-Bopeto avec le lancement de l'opération Sukola Boulevard Lumumba. C'était donc samedi 25 juillet 2020 à l'esplanade du marché de la Liberté dans la commune de Massina, ici à Kinshasa bien sûr. Images et commentaires. Cette action rentre dans le cadre de l'opération Kinbopeto, vision du gouverneur de Kinshasa, Gentilin Ngobila Mbaka, pour une ville capitale plus propre que jamais, Kinlabel Poto Mohindo. L'opération Sokola Boulevard Lumumba a été soutenue par plusieurs personnalités de la ville, notamment des ministres et députés provinciaux élus de la Tchangou qui ont mobilisé leurs bases respectives. Dans son speech, le gouverneur Ngobila a expliqué à la population quinoise sa vision de Kinshasa-Bopeto, axée non seulement sur l'assainissement de la ville, mais aussi sur le changement de mentalité. Pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa, le choix du boulevard Lumumba s'explique par le fait que c'est la voie d'entrée de la capitale RD congolaise. Gentilin Ngobila Mbaka compte ainsi sur l'esprit révolutionnaire de la population de Tchangou pour réussir ensemble l'assainissement de la ville de Kinshasa. En marge de cette activité, le gouverneur a présenté les modèles des poubelles qui seront implantées le long du boulevard Lumumba, de Limete jusqu'à Ntsele. Pour une pérennisation de l'action, l'autorité urbaine a instruit la police à accompagner les mesures prises dans le cadre de travaux d'intérêt public. Dans la même optique, une brigade rouge sera créée pour un suivi des opérations d'assainissement à travers la ville et du respect de principes de salubrité. En cette année 2020, vous le savez, la RDC, notre pays, a célébré ses 60 ans d'accession à sa souveraineté tant nationale qu'internationale. Une indépendance politique, certes, mais certains observateurs pensent que cette indépendance devait d'abord être aussi environnementale. Mais comment est-ce que cet environnement a été géré 60 ans durant? C'est à cette question que va devoir répondre M. Floribel Nyamoga. Il est consultant dans les questions environnementales et des changements climatiques. Il aborde également dans cette interview que vous allez suivre les aspects historiques de la gestion de l'environnement comme à l'époque coloniale. Dans l'histoire coloniale de la RDC, le pays était considéré comme une vaste réserve de tout ce qui est naturel, notamment les ressources forestières. On coupait du bois très précieux pour l'exporter pour l'industrie européenne. D'ailleurs, c'est la même chose pour la plupart des pays africains. On exploitait beaucoup les ressources de la forêt. Je voudrais rappeler ici le caoutchouc, qui a été déterminant pendant la Grande Guerre. C'est à cause du latex qui était tiré du Congo que la guerre a été remportée par les Alliés. Et pour essayer de booster un peu la production, on a dû couper les mains à nos ancêtres, à nos grands-parents.
Je voudrais rappeler ici tout le commerce qu'il y a eu autour de l'ivoire, l'exportation des espèces dites exotiques, que ce soit des espèces animales ou végétales, pour aller peupler les eaux en Europe, et partout, etc. Donc le Congo était considéré comme un grand réservoir de ressources naturelles qu'on devait mettre à la disposition de l'économie européenne qui était en train de grandir de manière exponentielle à cause de la nouvelle demande. C'est la même chose pour les ressources du sous-sol. Donc les minéraux du Congo ont été... on a développé une industrie minière au Congo avec la perspective d'extraire des minéraux du sol et de les emmener pour alimenter l'industrie européenne, la fournir en matières premières. À l'indépendance, je ne pense pas qu'on a vraiment réfléchi sur tous ces aspects de la colonisation. On a voulu avoir une indépendance en nous focalisant sur les aspects politiques. Donc on veut s'émanciper de l'administration du pays par le colonialiste. Mais on n'a pas pensé qu'on avait quand même une économie qui était déjà extravertie dès le départ. On avait construit un modèle économique fondé sur l'exploitation carrément sans réserve des ressources naturelles, mais pas pour développer le Congo, mais pour aller alimenter l'industrie européenne. Voilà la grande tare dont a hérité le modèle économique du Congo. Nous avons évolué ainsi après l'indépendance, et jusqu'à ce jour, malheureusement, le pays n'a pas encore changé ce modèle économique. De manière progressive, surtout après la conférence de Rio, il y avait eu une prise de conscience sur la façon dont on utilise les ressources que la terre fournit. On voulait vraiment essayer de matérialiser dans les politiques et la façon de faire les choses la nouvelle conscience écologique qui était en train de s'implanter petit à petit. On s'est rendu compte qu'on avait accès à beaucoup de ressources, mais qu'elles étaient épuisables, qu'il fallait les gérer de manière plus rationnelle, qu'on avait développé certains modèles de production et de consommation qui étaient nocifs à l'environnement humain, qui allaient même arriver jusqu'à rendre la terre inhabitable. Et avec tous les cadres qui ont été créés, notamment avec les accords multilatéraux sur l'environnement et toutes les conférences internationales qui s'en suivaient, le pays s'est intégré petit à petit à cette dynamique mondiale de la gestion durable de l'environnement. Ce qu'il faut signaler ici, c'est que c'est un besoin exogène. Ce n'est pas né vraiment d'une conscience nationale, c'est né plutôt d'une impulsion internationale à laquelle le Congo s'est attelé, et il y a eu très peu de réajustement par rapport aux réalités congolaises. Ainsi, on a développé au Congo un modèle de conservation, par exemple de création des aires protégées, où les besoins de population n'étaient pas pris en compte. Donc du jour au lendemain, on pouvait carrément demander à tous les villageois de partir sans leur dire où ils vont aller, parce qu'on voulait créer un parc dans ce qui était leur village. Et le parc, on le créait non pas pour les villageois, non pas parce que le Congo avait besoin de préserver l'espace, mais parce que, avec peut-être l'influence qu'on avait vue à l'extérieur, on pensait qu'il était bon de créer des parcs. Et très souvent, c'est des initiatives qui sont nées de mouvements qui venaient de l'extérieur du pays. Donc, on n'a pas vraiment domestiqué ce processus d'intégration à la dynamique mondiale de la conservation de la nature à l'issue de ces accords multilatéraux sur l'environnement. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, les tares de cette absence de domestication demeure dans notre système de gestion de l'environnement. Et il y avait une autre opportunité. Après Kyoto, on avait déjà commencé à discuter sur le paiement pour les services environnementaux, jusqu'à finaliser tous les mécanismes qui ont été consacrés par le protocole de Kyoto sur les marchés de carbone. Une fois de plus, le Congo, étant donné que les modèles qu'il utilisait n'étaient pas endogènes, on a eu du mal à s'atteler sur cette opportunité de mobiliser de nouvelles ressources, et on a laissé un modèle économique qui n'a pas vraiment profité de cette nouvelle source de financement qui était les marchés de carbone. Et on a dû attendre jusqu'après la COP, je crois, 19, le début des discussions sur la RED+,
pour commencer à aller timidement vers les marchés de carbone. Et à ce jour, bien que le Congo ait été parmi les premiers pays à avoir atteint le niveau de préparation qui était nécessaire à rentrer dans le programme, malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore fait certifier une seule tonne de réduction d'émissions sur la RED+. Contrairement à l'Ouganda, qui est le premier pays africain à faire certifier des réductions d'émissions dans le cadre de la RED+. Elle les a fait certifier, je crois, dernièrement, ça doit être au deuxième trimestre de cette année, je crois. Donc voilà, nous sommes un peu à la traîne, non seulement dans la mise en place des mesures pour la protection de l'environnement, mais aussi et surtout dans le fait de tirer profit des nouvelles opportunités économiques qui sont ouvertes par ce mouvement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la suite de cette émission RDC Environnement. Vous venez donc là de suivre Floribert Nyamoga qui parlait des aspects historiques de la gestion de l'environnement, le mode de vie des instants douloureux à cause des effets néfastes du changement climatique avec des conséquences incalculables. Mais quelles sont les conséquences d'une augmentation de température de 4 degrés Celsius? La COP21 de Paris limite le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius, mieux à 1,5 degrés Celsius, voulais-je dire. Les experts de National Geographic Channel nous relatent les conséquences de cette augmentation de température de 4 degrés Celsius dans cet extrait du documentaire intitulé « Quelques degrés de plus ». Suivez. L'Égypte sera inondée et Venise engloutie. Les glaciers disparaîtront, privant d'eau douce des milliards de gens. Le nord du Canada deviendra une des zones agricoles les plus fertiles du monde. Tandis qu'une plage de Scandinavie sera le nouveau Saint-Tropez. Toute la calotte glaciaire de l'ouest de l'Antarctique s'effondrera, faisant monter encore un peu plus le niveau des océans. Voilà ce qui pourrait se passer avec 4 degrés de plus. Avec 4 degrés supplémentaires, la planète n'aura plus rien à voir avec celle que nous connaissons. Certains fleuves, parmi les plus importants du monde, seront peut-être asséchés, ce qui mettra en danger la survie de dizaines, voire de centaines de millions de gens. Si la température augmente de 4 degrés, un de ces grands fleuves pourrait s'autodétruire à la fois à sa source dans l'Himalaya et à son embouchure dans le golfe du Bengale. Baptisé mer Gange, c'est le fleuve le plus sacré d'Inde, voire du monde. Chaque année, des millions de pèlerins se rassemblent pour célébrer rituellement la naissance du fleuve. Le jour où, d'après la légende, la déesse Ganga serait descendue sur terre pour sauver son peuple de la sécheresse. Les cours d'eau de l'Himalaya sont une source de vie pour plus d'1 milliard de personnes en Chine, au Népal et en Inde. Si le Gange disparaît, le monde sera transformé en désert. D'après les prévisions des climatologues, l'Inde sera un des pays les plus touchés par les retombées du réchauffement climatique. À moins que nous ne parvenions à ralentir le processus, dans moins de 40 ans, le Gange sera peut-être en danger de mort. La bataille décisive aura lieu ici, sur les vastes étendues des glaciers himalayens. La plus grande réserve d'eau douce de la planète, en dehors des calottes polaires. Le recul de ces glaciers est le plus rapide que l'on ait enregistré. Peu de gens connaissent la source du Gange aussi bien que cet homme.
Autrefois, il tombait entre 2,50 m et 4,50 m de neige en une seule nuit. À présent, on en a à peine une soixantaine de centimètres dans tout l'hiver. Le Gange va devenir une espèce de désert, remplacé par un petit cours d'eau sale. Il n'aura plus rien de grandiose. Le Swami Sundaranand, un saint homme de 80 ans surnommé le Swami qui fait clic, photographie les glaciers qui surplombent le Gange depuis 50 ans. C'est en 1956 que j'ai pris le glacier en photo pour la première fois. À partir de 1962, j'ai commencé à m'inquiéter des changements que je remarquais. En 1965, je me suis rendu à pied sur ce glacier au pied du mont Meru. Quand j'y suis retourné 15 ans plus tard, il avait disparu. Constater ce recul m'a beaucoup troublé. J'en ai même pleuré. Si le Gange sacré n'existe plus, le monde entier deviendra orphelin. Les photos du Swami suivent sur 50 ans l'évolution de ce champ de glace magnifique. Depuis, les photos satellites de la NASA ont confirmé la vitesse de son recul. Côte à côte, ces deux types d'images racontent une même histoire. L'avenir est bel et bien menacé. Suivant les traces du Swami, une nouvelle génération d'alpinistes effectue le pèlerinage jusqu'à la grotte de glace d'où naît le Gange. Le père de Nidhi Sharma fut un des premiers à vaincre l'Everest. Depuis la fin des années 70, lui-même est monté 30 fois au glacier du Gange. En 1978, cet endroit, qui s'appelle Banjwasa, était couvert d'une épaisse forêt de bouleaux argentés. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul arbre. Le glacier contient des millions de tonnes de glace, l'équivalent de près de 20 km3 qui alimentent le Gange en route vers l'océan Indien. Toute cette zone était recouverte par le glacier avant qu'il ne commence à reculer de 30 mètres par an. Il y a juste un siècle, cette borne marquait la limite du champ de glace. Aujourd'hui, elle se trouve beaucoup plus haut dans la montagne. Je suis triste parce que ce glacier que j'ai connu et que mon père a connu va peut-être disparaître. Mes enfants et leurs enfants risquent de ne jamais voir cette chose qui est la plus sacrée de toutes pour nous, les hindous. Si la tendance actuelle ne s'inverse pas, le siècle prochain va s'avérer catastrophique pour l'agriculture, l'énergie hydroélectrique, les transports, l'extraction du minerai, mais aussi pour la faune et la flore tout le long du Gange. D'abord, la fonte des glaces va provoquer des inondations sans précédent. Ensuite, quand le glacier aura complètement disparu, on souffrira à longueur d'année de pénuries d'eau saisonnières et de famine. Au rythme où il diminue actuellement, on estime que tous les glaciers de l'Himalaya auront fondu d'ici 2035, réduisant de façon dramatique l'apport d'eau douce pour 1 milliard d'êtres humains. Beaucoup de gens dépendent de l'eau fournie par les glaciers. La plupart s'en iront si la température se réchauffe de 3 ou 4 degrés. Des dizaines de millions de réfugiés climatiques devront aller s'installer ailleurs. C'est très inquiétant.
Si la planète se réchauffe de 4 degrés, différentes régions du monde seront confrontées à des problèmes très divers avec pourtant un point commun, leur extrême gravité. Terminons cette émission avec cette brève environnementale de la fondation Good Planet. Le masque et les gants à usage unique sont la face visible de l'empreinte écologique du secteur de la santé. Leur utilisation s'est banalisée avec l'épidémie de coronavirus. Ils sont également des déchets qu'on retrouve malheureusement jetés n'importe comment, donc au final dans la nature. Or, bien plus que les déchets, on le sait moins, la santé possède un impact non négligeable sur l'environnement et le climat. Le secteur de la santé serait responsable de 4,4% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est une publication récente de Lancet. Tony Campon, directeur du Monash Sustainable Development Institute, est l'un des auteurs de l'article The Environmental Footprint of Healthcare Global Assessment, l'empreinte environnementale du système de santé, une évaluation mondiale, précise que le menace sur l'environnement engendré par le système de santé se cache dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, voilà qui boucle cette émission RDC Environnement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous et prenez également soin de votre environnement.